Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire donc aujourd'hui dédié au FLE. On va se poser trois grandes questions, hein, trois problématiques sur justement comment favoriser les interactions en formation, comment construire une séquence de formation pertinente et cohérente, et puis comment l'outil GERIP va pouvoir nous aider, comment l'outil GERIP va pouvoir être intégré à vos séquences. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Alice. Donc j'ai invité Alice pour justement nous aider à répondre à ces problématiques, à ces questions, puisque sa grande expertise en didactique de FLE et son expérience du terrain vont nous être précieux aujourd'hui. Donc Alice a un très beau parcours d'enseignante de FLE, de formatrice de formateurs, d'autrice, de conceptrice. J'oublie peut-être des choses, Alice. Alors, tu as participé à l'écriture de manuels, de méthodes de FLE, de guides pédagogiques. Tu as participé aussi à la création d'activités en ligne pour le Cavilam, pour TV5 Monde. Et puis, on se tutoie puisqu'on se connaît très bien. Moi, j'ai eu le grand plaisir de travailler avec toi donc, à l'Alliance française de Grenoble. Et puis aussi dans l'écriture de manuels de guides pédagogiques. Et puis, pour GERIP, bien sûr, tu as travaillé donc, sur deux beaux projets. Donc, un projet de conception d'un module sur mesure pour les jeunes volontaires du SMA. Le SMA, c'est le service militaire adapté pour les Outre-mer. Et puis là, tu vas nous présenter donc aussi le travail que tu as créé pour cet été, puisque depuis l'été 2025, nous avons de nouveaux contenus sur la plateforme, donc dans le référentiel FLE, des contenus dédiés au niveau A1.1 et A1. Alors, je vous annonce ici le programme de notre séance, de notre temps d'échange. Donc, on va voir ensemble, donc, grâce à Alice, comment favoriser les interactions en formation. C'est quoi communiquer et comment mieux communiquer, comment faire parler les apprenants. On va reprendre rapidement un bref rappel de ce qu'est le CECRL, donc le cadre européen commun de référence pour les langues, qui a été mis en place par le Conseil de l'Europe en 2001. Et puis, on va s'attarder, Alice, tu vas nous parler, nous donner trois idées utiles qui seront utiles pour justement vos publics de jeunes adultes allophones. On s'intéressera à la séquence pédagogique, donc les principes qu'il faut garder en tête pour construire cette séquence, comment l'organiser, et puis ensuite des conseils très pratiques avec des activités GERIP compétences que vous pourrez intégrer à votre séquence, des activités que vous pourrez utiliser sous diverses modalités, et on terminera donc par une démonstration sur la plateforme. Et ce ne sera pas fini, puisque bien évidemment, ensuite, on vous laissera la parole, alors via le chat, donc n'hésitez pas à poster vos questions et on y répondra à l'issue de cette présentation. Alice, je te laisse prendre la main. Je te remercie pour tout. Et à tout de suite. Merci. Donc, oui, effectivement, nous allons aborder aujourd'hui ensemble des problématiques liées à votre terrain et notamment voir la question de comment accompagner efficacement les apprenants vos apprenants qui ont des profils très variés, des niveaux également hétérogènes qui vont du A1 au B1, et qui ont besoin de devenir opérationnels rapidement dans un contexte professionnel. Donc, le temps est souvent compté en formation, vous le savez, et vos apprenants ont besoin de gagner en autonomie, en confiance, en temps limité. Donc, c'est un défi pour nous, formateurs, c'est un défi pour nous aujourd'hui. Prenons quelques minutes donc pour répondre à la question qu'est-ce qui permet vraiment à quelqu'un et à nos apprenants de communiquer en langue étrangère. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu dans la communication. C'est difficile de communiquer, déjà de prendre la parole en public et encore plus en langue étrangère. Et il y a 4 conditions identifiées pour libérer la parole en formation. Je cite François Weiss, V-E-I-2-S, un didacticien et pédagogue. Donc, la première condition, c'est d'avoir quelque chose à dire. C'est évident, mais fondamental. Donc, si le sujet n'intéresse pas vos apprenants, si ça ne correspond pas à leurs besoins réels, vos apprenants auront du mal à s'investir.
La deuxième condition, c'est avoir envie de le dire. Donc, la motivation est un levier de la prise de parole. On peut dire que c'est un des carburants de l'apprentissage et il faut créer cette envie et ce besoin de s'exprimer. La troisième, avoir les moyens de le dire, donc notamment les moyens linguistiques. Et là, c'est notre rôle de formateur d'amener, d'apporter les outils à nos apprenants. Donc le vocabulaire, les structures, les codes culturels aussi, nécessaires à la communication. Et la quatrième condition, avoir les moyens psychologiques de le dire. Donc là, entre en jeu la confiance en soi. On sait tous que nos apprenants ont souvent peur de prendre la parole, peur du jugement, du regard des autres, et à nous de leur montrer qu'ils ont droit à l'erreur, à les mettre en confiance pour qu'ils soient motivés à communiquer. Dans nos formations en FLE, il existe deux types de communication. La communication didactique d'un côté, dans laquelle la langue est un objet d'étude, et ce type de communication, ce sont des échanges préparés, structurés, non spontanés. Donc c'est nous, formateurs, qui allons demander à nos apprenants de s'exprimer. Par exemple, si vous venez de travailler l'heure, les structures pour proposer une sortie, par exemple, ça te dirait d'aller au cinéma. Et vous demandez à vos apprenants de proposer à un ami d'aller au cinéma. Donc là, c'est vous qui guidez cette communication. Et c'est une communication qui est nécessaire à l'apprentissage, mais elle n'est pas naturelle puisqu'elle est amenée par vous, elle est très guidée. D'un autre côté, on a la communication naturelle et là, l'oral est au service de la communication. La communication réelle, authentique, les échanges sont donc spontanés et c'est l'objectif final de l'apprentissage de la langue. Les échanges entre les pairs, les échanges entre vos apprenants et vous doivent devenir spontanés et le plus naturel possible. Et ce sont ces échanges qui vont être essentiels finalement à l'apprentissage de la langue. Donc notre défi, ça va être de trouver le bon équilibre entre ces deux types de communication. Et le fil rouge pour y arriver, c'est de favoriser les interactions naturelles et les interactions entre les apprenants. Parce que multiplier les interactions, c'est ce qui va motiver vos apprenants à apprendre. On va voir comment on va faire pour favoriser ces interactions. Alors, quelques astuces facilement transférables en formation. La première, varier les modalités de travail. Quand vous proposez des activités, vous allez alterner le travail individuel, en binôme, en petits groupes et même en grands groupes. Et cette alternance va créer de la dynamique et multiplier les occasions d'échanger. Chaque modalité a un rôle bien défini. La deuxième astuce, proposer des activités ludiques et en mouvement. Le jeu est très bénéfique dans l'apprentissage. On dit qu'on apprend mieux quand on s'amuse et quand on n'a pas l'impression d'apprendre. Vraiment, le plaisir est une des clés aussi de la motivation et de la prise de confiance. Et on sous-estime aussi l'importance du mouvement. Faire bouger les apprenants, c'est aussi créer du jeu, ça casse la routine et ça aide à maintenir l'attention et à mémoriser. Par exemple, vous pouvez, quand vous travaillez l'alphabet en 1.1, vous venez de travailler l'alphabet, vous pouvez demander à vos apprenants de se ranger, de se lever et de se ranger par ordre alphabétique dans la classe, par exemple. Ou bien, vous connaissez certainement toutes les activités de trouver quelqu'un qui, donc vous allez sur un thème, par exemple sur le thème des loisirs, vous allez faire rencontrer les apprenants, faire chercher quelqu'un qui a la même passion que vous, par exemple, et donc les apprenants vont se lever et aller à la rencontre des autres. Et la rencontre aussi est vraiment quelque chose qui crée la motivation, puisque ça reproduit ce qui se passe en dehors de la classe.
La troisième astuce, c'est de, et la plus importante selon moi, c'est de donner du sens à l'apprentissage. Alors, comment donner du sens? Eh bien, en utilisant des documents authentiques, mais pas n'importe lesquels, attention. Donc, ces documents sont choisis en fonction des centres d'intérêt et des besoins de vos apprenants. En proposant des activités ancrées dans la réalité de vos apprenants. Par exemple, si vos apprenants travaillent en logistique, vous allez utiliser des bons de livraison réels, des plannings, des ressources que vous allez trouver maintenant avec Internet. C'est très facile d'aller trouver tout un tas de ressources authentiques. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à faire entrer l'authentique dans la classe. Et enfin, pour donner du sens, il faut savoir se fixer des objectifs réalistes et les annoncer à l'apprenant. C'est-à-dire que en début de séquence, prenez le temps d'expliquer à vos apprenants pourquoi ils vont travailler sur telle ou telle compétence. Comme par exemple, Charlotte l'a fait en début du webinaire, elle vous a annoncé ce sur quoi on allait travailler et voilà, ça encourage et ça éveille d'autant plus la curiosité et on apprend mieux quand on sait pourquoi on apprend. Et une dernière chose, appuyez-vous sur le collectif. Donc, nous n'avons plus besoin de rappeler l'importance ou de démontrer l'importance du collectif dans l'apprentissage. Mais le fait de privilégier des travaux de groupe permet de créer une vraie dynamique où les apprenants apprennent ensemble. Ils vont interagir, ils vont coopérer, ils vont collaborer. Et ce n'est pas seulement nous, formateurs, qui transmettent, c'est tout le groupe qui construit ensemble. C'est-à-dire que les apprenants vont eux aussi se transmettre des informations entre eux. Ça permet de les impliquer de les responsabilités, ça encourage l'autonomie, ils doivent être actifs dans leur apprentissage. Par exemple, lors de travaux de groupe, même en binôme, vous pouvez leur attribuer des rôles. À deux, on peut, par exemple, dire à l'un, ben, toi tu parles, toi tu notes, ou inverser, changer de rôle. En petit groupe, on peut toujours, on donne des tâches à chacun pour que chacun ait quelque chose à faire. Et par exemple, on peut toujours désigner un preneur de notes, un gardien du temps, un présentateur, etc. Et enfin, le fait de travailler en groupe permet de favoriser l'entraide et notamment la co-correction et la co-évaluation entre pairs. Naturellement, par des petits rituels, on va amener à ce que les apprenants se corrigent entre eux. Et ça leur permet de réfléchir sur la langue sans s'en rendre compte. Par exemple, quand je fais travailler individuellement, je peux faire comparer les réponses en binôme. Ou alors, lors de travail en groupe, les autres groupes vont évaluer leur pair en votant, par exemple, pour la présentation qu'ils préfèrent, ou tout simplement en vérifiant que la consigne ait bien été suivie. Voilà, donc ce sont des petites choses qui vont faire que vos apprenants sont actifs et acteurs de leur apprentissage. Donc l'idée, c'est là d'observer, ce n'est pas de noter pour évaluer, mais d'observer ces pairs en action et de les faire réfléchir à la langue. Toutes ces pratiques de classe vont vous permettre de remplir cette mission de multiplier les interactions entre les apprenants. Et cela rejoint ce qu'on va trouver dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Je vais l'appeler le CECRL, parce que sinon c'est beaucoup trop long, qui nous dit, donc voilà, à travers ces 3 idées que je vais vous présenter, on va faire le lien entre ce que je viens de vous dire et ce qui viendra dans la suite du séminaire. Donc voilà, quelques repères essentiels qui peuvent vous être utiles pour la formation de jeunes adultes allophones.
même si le cadre a été pensé à la base pour des formations FLE. Donc, 3 idées importantes. La première, c'est l'approche actionnelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, on dit qu'on n'apprend pas la langue pour le plaisir de conjuguer des verbes, par exemple, ni d'apprendre des listes de mots, mais pour accomplir des tâches réelles en contexte, et pour vous, pour vos apprenants, en contexte professionnel. C'est un changement donc fondamental de paradigme avec des approches plus classiques. Donc, on apprend en faisant. Et donc, c'est une vision pragmatique de la communication. Ça rejoint une vision pragmatique de la communication, c'est-à-dire qu'on veut amener nos apprenants à faire quelque chose en français. Par exemple, aller acheter une baguette de pain à la boulangerie, et bien je vais, si je n'ai pas les structures en français pour aller acheter ma baguette, je ne peux pas faire en utilisant le français. Le CECR, dans sa dernière version, décrit la langue selon 4 modes de communication. La réception, ce qu'on appelle aussi la compréhension, donc ce sont toutes les activités de compréhension, écrite, orale. La production, c'est tout ce qui concerne l'expression, écrite ou orale. L'interaction, ce sont les échanges, échangés à l'écrit, à l'oral et maintenant en ligne. Le cadre prend en compte l'interaction en ligne. Et enfin, la médiation, c'est ce qui permet de transmettre des informations, de coopérer et interagir dans un groupe. Ces 4 modes sont liés entre eux, ils s'imbriquent. La communication, ils ne sont pas du tout isolés dans la communication, et ils intègrent des compétences langagières qui sont décrites en termes de descripteurs, c'est-à-dire ce que l'apprenant est capable de faire à chaque niveau. Du niveau A1, qui est le niveau débutant, au niveau C2. Ce qui nous intéresse et ce qui vous intéresse plus particulièrement, c'est donc les niveaux A1, A2 et B1 qui sont attendus et visés généralement par vos publics. Ces niveaux sont des balises qui vont nous aider à nous situer et à fixer des objectifs progressifs dans nos formations. En A1, par exemple, on travaille les premiers contacts, les consignes simples, les phrases sont courtes. Par exemple, on dira, si on parle de la musique, j'aime beaucoup Aya Nakamura. En A2, les échanges sont toujours courts, mais on va commencer à décrire, à justifier, à donner notre opinion, mais avec des structures toujours simples. Par exemple, toujours sur le même thème de la musique, j'aime le français parce que j'aime Aya Nakamura, j'adore sa musique parce qu'elle est dynamique et joyeuse. Et en B1, on gagne en autonomie. On peut raconter, on peut expliquer, on peut argumenter. On pourra dire, par exemple, j'adore la musique, j'ai découvert Aya Nakamura à la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris et depuis, je suis fan. Donc voilà, donc tous ces principes vont faire de la classe, vont vous permettre de faire de votre classe un laboratoire de pratique authentique, si vous voulez. Donc l'apprenant n'est pas, et on va voir justement, l'apprenant n'est pas un simple élève qui écoute et répète, et tout le long de notre séquence pédagogique, on va s'appuyer sur la démarche actionnelle. Donc l'apprenant, c'est un acteur social qui accomplit des tâches de la vie réelle. Il utilise la langue comme moyen d'agir et d'interagir avec les autres, et pas seulement comme un code grammatical à maîtriser. La classe donc, devient un contexte authentique d'utilisation immédiate de la langue. Ce qu'on fait en classe doit avoir du sens.
hein, je le répète ici et maintenant, et pas seulement pour ce qu'on va faire pour plus tard. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une tâche actionnelle concrètement? Eh bien, ce sont d'abord des objectifs expliqués là encore en termes de « peut faire » et qui sont ancrés dans le quotidien des apprenants. Par exemple, l'apprenant peut présenter son parcours professionnel lors d'un entretien d'embauche. Voilà. Et c'est une mission avec des contraintes définies qui aboutit généralement à une production commune, collective. Par exemple, une affiche, une vidéo, un blog, une présentation collective. Et cette approche, on l'a dit, permet de favoriser l'autonomie, les choix et la co-construction du sensé pour accentuer le fait que l'apprenant soit acteur de son apprentissage. Et cela permet aussi de favoriser l'inclusion, la diversité de votre groupe et de relier la classe à la vie réelle, ou plutôt au quotidien, de vos apprenants. Et c'est comme ça que vous allez donner du sens aux apprentissages. Alors, qu'est-ce qu'une séquence pédagogique? C'est en fait comme un scénario. On l'appelle d'ailleurs scénario pédagogique. Et comme tout scénario, ça se construit selon une logique précise. On part toujours des besoins réels des apprenants. Par exemple, on se demande qu'est-ce que mes apprenants ont besoin de savoir, faire dans leur vie personnelle et professionnelle. Par exemple, présenter leur métier, expliquer un problème à leurs responsables, comprendre des consignes de sécurité, etc. À partir de ces besoins, on va déterminer notre tâche de fin de séquence, la tâche finale. Et c'est un objectif concret, pragmatique. À la fin de cette séquence, mes apprenants seront capables de comprendre des consignes de sécurité, par exemple, ou de présenter leur parcours professionnel en 2 ou 3 minutes. Cette tâche finale, c'est ce qui va définir vos objectifs pragmatiques, ce que vos apprenants vont pouvoir faire. Et c'est seulement ensuite, à partir de ces objectifs pragmatiques, que découlent les objectifs linguistiques, c'est-à-dire la grammaire, le lexique, la phonétique, et socioculturels, que vos apprenants vont acquérir dans votre séquence. Par exemple, pour présenter leur parcours professionnel, ils vont avoir besoin du passé composé, du vocabulaire des professions, de connecteurs temporels, mais aussi de comprendre certains codes du monde professionnel en France. Voilà, donc vous voyez, on ne part pas de la grammaire pour aller vers la tâche, on part de la tâche pour identifier ce dont on a besoin comme outil linguistique et culturel. Et voilà, c'est ça l'approche actionnelle en pratique. Dans une séquence pédagogique, il y a en général 3 ou 4 grandes phases dans ce scénario. La première, c'est la phase de découverte. On entre dans le sujet, on active les connaissances. La deuxième, la phase d'acquisition, où on va travailler, on va découvrir la langue ou la culture, et aussi travailler, s'entraîner, systématiser ces éléments découverts. La troisième, c'est la phase de transfert, dans laquelle on réutilise, on s'approprie et on produit. On réutilise les éléments découverts dans les 2 premières phases. Et enfin, éventuellement, se rajoute à ça, mais de manière, enfin pas éventuellement, si vous voulez noter, mais de manière transversale, merci, la phase d'évaluation. Donc il y a une évaluation qu'on peut appeler transparente avec avec les auto-évaluations ou l'évaluation par les pairs dont on a parlé tout à l'heure. Et l'évaluation formative où le formateur va vérifier les acquis des apprenants sur la séquence, mais pas forcément noter. C'est pour savoir où en sont vos apprenants. Donc voilà, ces phases s'enchaînent de manière logique et progressive pour arriver à mon objectif final. Et on va voir maintenant le détail de cette séquence.
Donc, vous retrouvez les trois phases de la séquence avec les 3 couleurs, le bleu turquoise, bleu électrique et bleu marine. Ouverte, la seconde, acquisition, la troisième, transfert. Dans l'étape 1, donc la mise en route, on active les connaissances, on contextualise, on donne envie d'entrer dans la thématique. On se demande qu'est-ce que nos apprenants savent déjà sur le sujet qu'on va aborder. Donc, on entre dans la thématique, on n'est pas encore dans l'étude de documents. On introduit le contexte par une activité rapide où on fait interagir nos apprenants et on fait en sorte que ce soit le plus interactif et le plus ludique possible, le plus dynamique possible, pour donner envie. Dans la deuxième étape, qu'on appelle la compréhension globale, on vient définir la situation de communication et faire repérer qui parle, de quoi, où est-on, et on va faire repérer les informations essentielles de cette situation de communication. On ne rentre pas encore dans le détail, on découvre encore le contexte global. Dans l'étape suivante de compréhension détaillée ou finalisée, là, on va plus dans le détail puisqu'on approfondit. On va orienter l'apprenant vers une compréhension plus précise de certaines informations. Enfin, l'étape 4, qui est le travail sur la langue et la culture. Donc là, on retrouve ce qu'on appelle la conceptualisation et la systématisation. La conceptualisation, c'est la formulation des règles. Par l'apprenant, on aide à repérer et formuler la règle, puis la comprendre, puis on vérifie la compréhension à travers des exercices de systématisation, des exercices d'entraînement qui sont plutôt guidés de ces points découverts. Enfin, la dernière étape, la production, qui s'appelle aussi, qui est faite d'activités de réemploi et de la tâche finale. Donc là, on vient utiliser les nouveaux acquis en contexte, de manière moins guidée que dans la systématisation. Et on va permettre aux apprenants de réutiliser tout ce qu'ils ont appris en situation réelle et en collaboration, donc en petits groupes. Et c'est dans cette étape-là qu'on va réaliser la tâche finale. Donc, vous voyez que le fil rouge, on retrouve notre fil rouge, on part des besoins des apprenants, on a défini la tâche finale et toute la séquence nous amène progressivement à cette tâche finale. Et chaque étape a son importance dans cette séquence. Voilà. On va voir maintenant comment intégrer GRIP dans cette séquence pédagogique. GRIP peut intervenir à 3 moments clés. Un moment 1, lors de la mise en route, pour qui permet d'activer les connaissances. On peut utiliser GRIP pour réactiver du vocabulaire, montrer des images, faire décrire, mettre en contexte. Donc, c'est un excellent support pour lancer la séquence. Un deuxième moment, dans la systématisation, qui permet de renforcer ce qu'on a découvert. Là, on peut proposer des exercices contextualisés avec autocorrection. Vos apprenants travaillent à leur rythme, reçoivent un feedback immédiat. Et vous, pendant ce temps, vous êtes disponible pour accompagner individuellement. Enfin, un troisième moment, dans la phase de transfert dans la phase de transfert, faire travailler en autonomie, différencier. Donc, GRIP va vous permettre vraiment de différencier, de créer des parcours selon les besoins de chacun. Les plus avancés, par exemple, ne feront pas les mêmes choses que ceux qui ont besoin de consolider. Je laisse la parole à Charlotte pour compléter. Merci. Merci beaucoup, Alice. Merci pour toute ton expertise, c'est super intéressant. Et là, on va voir, donc on arrive dans le second volet, donc avec des exemples concrets d'activités GRIP. Alors, l'outil GRIP, ça je le répète toujours, c'est un outil complémentaire qui va venir donc
compléter, prolonger votre action, hein, peut-être vous permettre aussi de gagner du temps et peut-être aussi et sans doute même de vous recentrer sur ce que vous faites de mieux, hein, sur votre plus-value. Donc voilà, ce que cela va apporter, bon, pour l'apprenant, c'est vrai que les mots-clés, donc Alice a parlé d'engagement, d'autonomie, de responsabiliser, d'animer aussi cette collaboration entre pairs, entre apprenants. Et c'est vrai qu'ici, avec GERIP, alors plus d'engagement parce que c'est vrai qu'on propose des activités variées, multimédia, qui vont donc correspondre aux besoins du plus grand nombre. On va proposer de l'audio, de la vidéo, du texte, des images. On est accessible aussi, ça il ne faut pas oublier, donc l'outil est accessible. Les consignes, les textes sont oralisés, donc ça peut être d'une grande aide pour les niveaux 1 ou à 1.1. C'est un outil qui va aussi ouvrir l'autonomie, hein, puisqu'on parlait, c'était intéressant de voir la guidance, hein, le degré de guidance du formateur. À certains moments, à certaines étapes, eh ben, le formateur va peut-être prendre un petit peu de recul pour laisser l'apprenant en autonomie. Alors, on ne sera pas dans une autonomie totale, hein, on reste sur de l'autonomie semi-accompagnée puisqu'on a besoin du regard du formateur. Mais là, donc, il va pouvoir peu à peu avancer sur la voie de l'autonomisation. Et puis, c'est important de se dire que c'est un outil numérique, donc de façon transversale. Bien évidemment, l'apprenant va travailler des activités en lien avec des objectifs linguistiques pragmatiques ou phonétiques visés, mais il va aussi s'aguerrir à l'utilisation de l'outil numérique. Et le formateur, donc un gain de temps, vous avez ce rôle de facilitateur, vous allez pouvoir accompagner individuellement, vous allez pouvoir prêter attention, travailler en sous-groupe par exemple, lancer une partie des apprenants sur une activité que vous aurez prescrite et puis d'autres que vous accompagnerez de façon peut-être plus étroite. Alors je parlais de votre plus-value, donc certaines phases, Alice nous a bien présenté cette phase de systématisation où on est dans des exercices structuraux, des exercices d'entraînement. Alors pourquoi pas laisser cette phase-là à l'outil GERIP et plutôt voilà, préparer tout ce qui est mise en situation, production et jouer un vrai rôle de médiateur auprès des apprenants. Et puis, je vous montrerai tout à l'heure, ce qui est important aussi sur la plateforme, c'est votre tableau de bord hein, qui va vous permettre de visualiser les progrès, les résultats de l'apprenant et à tout moment d'aller renforcer par la prescription automatisée d'une activité. Alors, Alice, tu nous as préparé 3 activités clés en main, donc on va aller les voir ensemble et puis ensuite, je vous emmènerai sur la plateforme. Donc, la première activité, c'est une activité de mise en route. Donc, imaginez que le besoin identifié chez vos apprenants, c'est de savoir parler de leur profession. Et la tâche finale que vous avez choisie, c'est la tâche finale de votre séquence sera de créer un Padlet, créer le Padlet du groupe, sur lequel chacun va devoir publier une fiche pour se présenter et présenter sa profession et ses missions. Pour y arriver, on va avoir besoin du lexique des professions, des verbes d'action, des structures pour exprimer l'appréciation. Donc voilà, donc ça c'est le contexte. Et cette mise en route, c'est la première étape qui va activer tout ça et qui va permettre d'entrer dans la thématique. Donc cette première activité de mise en route se fait à partir de photos. Elle va nous servir à... on va la proposer en grand groupe, en groupe classe. Et l'objectif, c'est de faire formuler des hypothèses sur la situation et de faire appel aux connaissances des apprenants et notamment de réactiver le lexique des professions. Et là, donc, on a choisi de vous montrer cette activité qui peut être proposée donc, pour enrichir le présentiel. Donc là, on est en présence du formateur avec une projection du document déclencheur, donc ici des photos et un audio. On aurait pu vous choisir un document déclencheur tel qu'un document authentique, un planning, une fiche de paye, ça aurait pu être une vidéo témoignage aussi d'un jeune professionnel. Et l'idée, voilà, c'est par vos questions d'aller guider la découverte, d'aller mobiliser les connaissances, les acquis préalables de l'apprenant.
Et ensuite, on va entrer donc dans la phase suivante de compréhension globale. Alors ici, un exemple, une première activité pour vérifier la compréhension globale, donc une activité de réagencement. Donc là, c'est une activité GERIP qui propose les actes de parole qui jalonnent la production orale de cette jeune femme qui présente son métier. Donc on demande de réordonner ces actes de parole pour vérifier voilà, que le discours a bien été compris, que les étapes du discours ont bien été comprises, et déjà saisir un peu quelles expressions de communication permettent de, voilà, de parler de soi, de se présenter, de donner sa profession, son lieu de travail, ses horaires. Et puis une deuxième activité, donc là on aurait pu choisir une autre activité, hein, vous verrez, je vous montrerai puisqu'il y en a plusieurs dans ce sens. Là on est sur un QCU où on est sur une compréhension un peu plus fine au niveau phonétique, hein, puisque là il va falloir retrouver le prénom et le nom de la personne qui témoigne. Ensuite, on a une activité, donc on vous propose une activité, un exemple de systématisation en utilisant GERIP. Alors cette activité, on la recommande peut-être, là on va parler de travail peut-être à faire en autonomie, hein, puisque ce travail peut être prescrit donc en fonction des besoins, en fonction des niveaux, en fonction de la progression avérée que vous aurez pu vérifier au moment de quand vous irez sur le suivi du résultat du travail déjà effectué. Mais on peut tout à fait imaginer, voilà, que ce travail sera différent en fonction des besoins. Les apprenants qui auront plus des besoins en lexique auront des activités en lien. Des apprenants qui auront plus de mal à travailler la conjugaison, à conjuguer les verbes qu'ils vont ensuite devoir utiliser lors de leur production et lors de la réalisation de la tâche. On va leur laisser ce temps-là. Donc là, vous avez un exercice d'appariement d'étiquettes, mots et images, et puis un texte à trous, donc avec de la saisie. Donc on imagine bien sûr qu'en amont, la conjugaison a été travaillée, hein, systématisée, donc les verbes en français en lien avec les activités professionnelles. Et là, donc l'apprenant va pouvoir saisir le mot, les verbes manquants et comme l'a dit tout à l'heure Alice, hein, sur GERIP, la chance aussi, c'est qu'il a tout de suite un feedback, il a la correction, donc il sait exactement où il s'est trompé et où ça s'est bien passé. Et il peut continuer et enchaîner l'activité. Donc, vous voyez que voilà, chacun travaille les objectifs dont il a besoin pour être capable de réaliser la tâche finale. Et on ne fait pas de la grammaire pour faire de la grammaire, mais on travaille les outils qui vont servir. Et pendant ce temps, vous êtes disponible, vous passez dans les groupes, vous aidez, vous ajustez. Et l'avantage, c'est que vous n'êtes plus en train de gérer un groupe en frontal, un groupe entier en frontal, mais que vous faites un accompagnement presque sur mesure. Donc là, dans ces dernières activités de réemploi qui vont vraiment nous amener à la tâche finale, donc là, on est, si vous vous souvenez des 3 phases, on est dans la phase de transfert. Donc, rappelez-vous, on est parti du besoin de savoir parler de sa profession, on a défini la tâche, créé le Padlet du groupe, où chacun va devoir publier une fiche pour se présenter, présenter sa profession et ses missions et dire s'il aime ou non sa profession. On a travaillé les objectifs linguistiques nécessaires et on s'est entraîné. Et avant de réaliser la tâche, on propose cette fois de réutiliser tout ça, mais dans des activités en contexte. Et ces activités de réemploi ont 2 objectifs, donc de préparer à cette tâche en utilisant les acquis découverts lors des phases précédentes en contexte, et pour le formateur, de vérifier les acquis et de remédier au manque si besoin. Donc là, vous avez 2 activités de réemploi que Charlotte va vous présenter. Alors l'activité de réemploi à l'écrit, donc avec un texte à compléter en s'aidant avec une liste de mots. Alors vous voyez, hein, tout est oralisé, hein, puisque donc l'apprenant peut voilà, cliquer sur le petit picto audio pour entendre les mots. Et là, le formateur va pouvoir vérifier que la conjugaison et l'utilisation des verbes dans les actes de parole nécessaires à réaliser la tâche sont bien maîtrisés. Donc on imagine que si les résultats sont corrects, si
tout le monde a su répondre, à ce moment-là, on peut passer directement au réemploi, à la vérification d'interaction orale, ou alors on peut aussi justement remédier en proposant à certains apprenants d'autres activités pour renforcer son apprentissage. Alors, pour l'interaction orale, on va être sur un travail en petits groupes avec une interaction donc en sous-groupe sur, comme Maria, voilà, posez-vous des questions et répondez aux questions sur votre profession, sur ce que vous faites et ce que vous aimez dans votre travail. Et là, peu à peu, on amène le groupe, on amène les apprenants vers cette tâche finale. Là, ils seront prêts à réaliser la tâche. Qu'on a travaillé depuis le début de la séquence et mobilisé dans cette activité d'interaction orale. Voilà, donc dans ce... Peut-être juste pour, si vous vous demandez comment mettre en œuvre cette activité en petit groupe, on peut, là, on parlait de tout à l'heure de distribuer des rôles pour rendre l'apprenant actif, enfin, pour que chacun participe, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui, dans le groupe, reste, travaille, enfin, on reste en retrait, on travaille plus qu'un autre. Donc, on peut distribuer les rôles à chacun. Là, par exemple, dans un premier temps, vous pouvez proposer aux apprenants de préparer leur prise de parole, déjà de réfléchir à ce qu'ils répondraient à chaque question individuellement. Et c'est un temps individuel qui est important pour rassurer certains apprenants et pour ne pas se lancer dans le vide lorsqu'on a une question qui arrive. Et une fois ce travail individuel, vous pouvez demander à chacun de poser une question, à tour de rôle de poser des questions. Une personne peut noter ou enregistrer selon le niveau, pour garder en mémoire les réponses. Et enfin, lors de la mise en commun, chacun va présenter un des membres du groupe. Voilà. Donc c'est ce type d'activité en petit groupe où vraiment on interagit, on s'engage et on crée du lien. Et c'est aussi le moyen pour les apprenants de réaliser qu'ils sont capables et qu'ils sont prêts pour la tâche aussi. Voilà, c'est un moyen aussi de donner confiance, de transférer en contexte. Alors justement, la confiance, c'est important, c'est un frein, le manque de confiance, c'est un frein à lever. Donc, on sait aussi que sur la plateforme, avec l'outil Gérip, l'apprenant peut travailler en semi-autonomie, il peut travailler aussi à l'écart de l'oreille ou du regard de ses pairs ou de son formateur. Donc, ça peut servir à désinhiber, à renforcer l'estime de soi. Donc, ça, c'est un facteur important à nos yeux. Alors, on avait choisi cet échantillon d'activités. Sur la plateforme, bien évidemment, vous allez trouver beaucoup plus d'activités que vous pourrez intégrer à vos séquences, que vous pouvez articuler selon vos modalités, selon vos contraintes, votre organisation. Alors, juste un petit rappel, donc là, je suis sur la plateforme, je suis sur mon espace formateur, la nouveauté, donc c'est la possibilité d'exporter le catalogue. Alors, l'export du catalogue, je ne vais pas la lancer parce qu'elle est un peu longue, étant donné la richesse de celui-ci. Donc, on exporte le catalogue, c'est un bon moyen de cartographier, d'avoir une vue d'ensemble sur la totalité des activités qui le composent. Donc, vous avez les compétences travaillées, les intitulés des exercices, les descriptions, les niveaux et les durées. On peut aller chercher en tapant les mots-clés. Ici, on va retrouver ici l'activité avec la jeune Maria qui présente son métier d'infirmière. Donc, je peux à tout moment dérouler le contenu de l'exercice. Je peux sélectionner dans les favoris et puis je peux prescrire. Donc, on parlait de prescription, on parlait de différenciation pédagogique, c'est-à-dire vous pouvez donc prescrire une ou plusieurs activités à un apprenant ou à un groupe d'apprenants. Voilà, donc on va prescrire l'activité si c'est nécessaire pour l'apprenant. L'activité est prescrite. Donc, l'apprenante Anne-Charlotte Boulinguet qui travaille bien, elle va recevoir sa notification. Voilà, donc ici, au niveau de la petite clochette, je reçois une notification qui me prévient de la prescription qui vient de m'être faite par le formateur. Donc, ça, c'est un moyen d'aller
dans le catalogue, d'aller chercher par mots-clés ou par niveau. Donc, on va aller dans Français à visée professionnelle du référentiel FLE. On peut aller choisir ici des compétences en lien avec la compréhension, donc la réception orale ou écrite. On peut aller affiner sa recherche. On parlait des objectifs pragmatiques, linguistiques, on retrouve aussi socioculturels, donc on peut aller filtrer par compétences et aussi par niveau référentiel. Donc là, aujourd'hui, on a surtout évoqué les niveaux A1.1 et niveau A1. Et là, vous avez donc la possibilité, comme je vous l'ai dit, de prescrire une à plusieurs activités à un ou plusieurs apprenants. Donc ça, c'est vraiment le moyen le plus fin qui va permettre, vous avez l'œil, bien évidemment, la vue sur tout ce qui compose le contenu, donc le catalogue, pardon. Donc vous saurez exactement ce que vous prescrivez à vos apprenants. Ça, c'est une première chose, c'est une première fonctionnalité importante. Et une seconde que je tenais à vous montrer, c'était la création de parcours, puisque Alice parlait de ce parcours, de ce scénario pédagogique. Et ça peut être un parcours de remédiation, ça peut être un parcours que l'on va créer justement pour garder tout son travail, l'archiver et pourquoi pas le partager, puisque ce parcours qui va vous permettre d'agencer les activités en fonction de votre séquençage, vous allez pouvoir le mettre à disposition de vos collègues. Donc, je vous montre ici, je reviens sur la page du catalogue. Je vais ici créer mon parcours. Je crée un parcours. Je vais mettre remédiation, par exemple. Et puis, très vite, je peux aller ajouter une question. Je peux aller dans le catalogue du FLE. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré le petit cœur. Alors, c'est important parce que ça permet, au fur et à mesure de l'inventaire qu'on va faire des activités qui se trouvent sur Gérib, d'aller sélectionner celles qui nous semblent les plus adaptées. On va les retrouver ici. Alors, moi, j'en ai plusieurs, donc je vais reprendre ici décrire son activité professionnelle. On peut imaginer voilà, qu'en classe, on avait utilisé les photos et la compréhension orale avec Maria Varta qui nous parle de son métier d'infirmière, mais on peut choisir ici de travailler comme mise en route l'observation de cartes de visite professionnelles. Donc, on peut décider, voilà, je vais choisir cette activité. Ça va être cette activité découverte, mise en route, et puis on va compléter avec des activités donc de compréhension. Compréhension, on part du global jusqu'à la compréhension plus fine, compréhension détaillée. Voilà, donc comprendre des adresses mail, des informations sur une entreprise, voilà, je vais les ajouter. Je peux imaginer aussi des exercices en lien peut-être avec la systématisation, donc la conjugaison des verbes. Donc ici, on peut choisir, par exemple, le verbe faire. Ah, mais il y a beaucoup de faire. Conjuguer, ici. Donc, je peux choisir, voilà, je vais aller sélectionner la conjugaison de ces verbes. Donc là, on est dans cette phase de systématisation. Toujours la possibilité de sélectionner tout l'exercice ou d'aller visualiser question par question pour aller sélectionner celle qui nous semble la plus adaptée. Je sélectionne. Voilà, donc pour vous montrer ici cette création de parcours qui peut permettre de reproduire la séquence avec les activités qui seront proposées à l'apprenant au bon moment. Et puis, bien évidemment, on va pouvoir archiver, conserver ce parcours. Alors, une dernière chose, puisque tu parlais la tâche finale du Padlet, bien évidemment, si vous bénéficiez de l'offre complète, vous pouvez aller chercher dans inclusion numérique, parce que j'y ai pensé là tout à l'heure, on va aller Padlet et là, on a une activité en lien que vous pouvez tout à fait ajouter parce que là, c'est complètement pertinent puisque ça va être une activité qui va permettre de préparer la tâche finale. Donc ici, être capable comment créer son compte sur Padlet. Donc, on a ici les explications, on a des exercices sur comprendre à quoi ça sert et puis aussi un petit tuto sur créer son Padlet. Voilà, donc ça, ce sont des ressources qui peuvent être ici pertinentes en vue de la réalisation de la tâche. Et ce parcours, je l'enregistre
je peux le tester, je peux le lancer, je peux ajouter un message qui va décrire en détail le parcours et je peux décider de le partager avec ma communauté, c'est-à-dire avec les autres formateurs de mon antenne. Voilà, donc là, je vous montre, bon, je ne vais pas enregistrer, mais cette fonctionnalité de parcours. Ensuite, on parlait de suivre la progression. Donc, intéressons-nous quelques instants aux résultats des apprenants. Donc, je peux aller voir le travail, justement, on va aller voir la progression ici de mon apprenante. On a ce tableau de bord avec une vue d'ensemble, le temps passé, les scores obtenus en évaluation et en entraînement. Et on peut aller ici, bien évidemment, aujourd'hui, nous dédions ce webinaire au FLE, donc on va aller voir plus en détail le travail qui a été fourni, les scores obtenus et les prescriptions réalisées. Donc, on peut ici aller voir par compétence. Alors, je reste sur la visée professionnelle, le français à visée professionnelle. Vous voyez ici, on parlait tout à l'heure de jeu, de ludification, de l'engagement de l'apprenant aussi dans son apprentissage. Et c'est vrai que les badges, ben, ça fonctionne bien. Nous, on encourage les formateurs à créer des petits défis, à lancer des battles de badges en disant, voilà, la semaine prochaine, alors c'est bien aussi, comme tu disais, Alice, de les faire collaborer, donc de dire, voilà, c'est le groupe A, le groupe qui aura le plus de badges, ben, bravo à lui, ce sera le groupe de la semaine. Donc ici, vous voyez que l'apprenante a obtenu des badges. Elle a sa boîte à badges. Vous avez accès à ces badges, mais bien évidemment, l'apprenante aussi, dans son espace à elle, elle a ces badges qui peuvent aussi être gratifiants pour elle et pour la pousser à la motiver à s'engager encore plus sur ces activités GERIP. Et en un clic, ici, on peut choisir de renforcer. Alors là, vous faites confiance à l'algorithme GERIP. On a vu tout à l'heure donc la prescription. C'est vous qui allez chercher les activités qui vous semblent adaptées et qui correspondent au déroulé de votre séquence. Vous pouvez créer un parcours sur mesure plus complet, mais vous pouvez aussi aller en fonction de la progression de l'apprenant. Et là, on est dans l'évaluation formative, hein, puisque là, en fonction de ses besoins et de ses résultats à l'instant T, on va pouvoir lui proposer d'autres activités qui vont permettre de renforcer son travail. Alors, ces activités, l'avantage, c'est que l'algorithme a fait un tri et il va sélectionner des activités qui n'ont pas encore été accomplies, pas encore été réalisées, mais qui correspondent aux besoins de l'apprenant. Voilà, donc l'outil renforcé ici, qui est important puisqu'il vous permet en un clic, en fonction des compétences visées, en fonction des scores, des badges obtenus, d'aller proposer des activités de renforcement. Vous avez aussi la vue ici sur les prescriptions. Donc, pour chaque activité réalisée, vous pouvez aller superviser, hein, contrôler le travail effectué. Donc, par question, je peux aller voir, bon là, il n'y a pas de production, mais si la production, si ça avait été, elle travaille de 6 heures à 13 heures, vous auriez voilà l'erreur. Donc, vous avez la vue sur là où s'est trompé l'apprenant et ça va vous permettre, vous, d'aller remédier plus facilement, de gagner du temps en allant voir là où il s'est trompé. Donc, on peut aller voir par question et aussi donc par compétence. Chaque question ici, voilà, se retrouve sur le côté et toujours, hein, puisque rien n'est caché, tout est ouvert, vous pouvez aller voir exactement le travail accompli avec le feedback et savoir, bon ici, voilà, on peut réécouter le témoignage et on peut constater que l'apprenant a correctement répondu à la question. Moi, je vais juste donc revenir sur l'essentiel à retenir de cette petite heure ensemble, enfin, sur la partie didactique. Donc, le premier point que pouvons-nous retenir du cadre européen commun de référence pour les langues, ou CECRL? Eh bien, il nous enseigne deux choses fondamentales: apprendre en faisant. Et communiquer selon 4 modes: réception, production, interaction et médiation.
N'oubliez pas que, je crois que j'ai oublié de le dire, mais que, et vous le savez certainement déjà, vos apprenants peuvent être, n'avancent pas forcément au même rythme sur sur les compétences langagières de ces différents modes de communication. Je peux être meilleur je peux être A2 à l'oral, mais A1 à l'écrit, par exemple. Donc, gardez ces principes en tête pour structurer vos formations. Le deuxième point, c'est que GERIP peut intervenir à différents moments de la séquence pédagogique, soit en amorce pour activer et contextualiser, soit en consolidation pour systématiser et en autonomie pour différencier. Donc, c'est un outil qui est au service de votre pédagogie et, voilà, et de la démarche actionnelle. Et un troisième point, alors on vous a présenté des activités qui sont directement transposables dans vos formations. Une mise en route avec photo, une compréhension globale avec des écoutes progressives, une systématisation différenciée et des activités d'interaction orale, une activité d'interaction orale pour préparer la tâche. Et donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est lors de votre prochain cours d'intégrer une activité GERIP à votre séquence pédagogique. Donc, une seule, pas plus. Et vous voyez comment ça fonctionne avec votre groupe. Vous observez les réactions et vous ajustez si besoin. Et puis ensuite, voilà, pour vous amener à intégrer progressivement d'autres activités et construire des séquences complètes. Voilà, donc merci à tous et toutes pour votre participation. Je vous laisse, en tout cas, merci beaucoup, merci pour votre attention. Bon courage, bonne formation à vous, bonne fin de semaine. À très bientôt et puis n'hésitez pas à nous contacter donc, pour tout complément d'information ou pour toute aide à la prise en main de l'outil. Merci beaucoup, mille merci Alice, merci à toi. Merci. Et à bientôt. Bien, au revoir à tous.